10 avril, une date historique pour tous les fidèles kimbanguistes. C'est à cette date, en 1921, que l'église a été fondée par Simon Kimbangu, considéré à ce jour comme l'un des rares prophètes noirs que compte le continent. Les détails dans ce journal. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont clôturé le débat général sur le Code de la sécurité sociale en RDC. Il s'agit du projet de la loi portant Code de sécurité sociale et celui déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Et puis, l'ASV Club de Kinshasa est éliminé de la Ligue des champions de la CAF. Le match nul 0 but partout ce samedi à Kinshasa face à Zamalek d'Égypte a compromis la suite de la compétition pour ce club congolais qui est le deuxième sur les 4 à être éliminé après Don Bosco. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Ouvrons ce journal avec cette actualité. Le président de la République, Joseph Kabila, a présidé vendredi la réunion du Conseil supérieur de la défense, regroupant autour de lui le Premier ministre et les responsables du secteur de la défense de la RDC. L'objectif, c'était de se désolidariser de toute velléité communautariste, sécessionniste et contribuer à l'unité et au développement de la République démocratique du Congo. Pour parler de Kampala, on en parle puisque les délégués des deux parties sont déjà sur place, cette fois-ci sans doute pour conclure ces discussions entamées depuis décembre 2012. Pour certains, les délégués de Kinshasa partent avec une avance de taille avec la division du M23, ce qui fragilise ce mouvement rebelle classé force négative, une avance que le gouvernement congolais devra capitaliser grâce à Michel Moutonkole. À Kampala, les délégués arrivent déjà. Ceux de Kinshasa ont quitté la capitale vendredi, de même pour ceux du M23 qui ont quitté Bunagana vers la capitale ougandaise. Sauf imprévu, les deux parties devront commencer samedi l'examen de deux textes de propositions d'accord pour trouver un consensus de ces négociations entamées depuis le 9 décembre 2012. Une plénière est projetée pour le jeudi 11 avril pour décider de la signature de l'accord final des pourparlers. La facilitation qui s'active certainement doit avoir pris des dispositions utiles pour sa tenue effective. Selon la radio onusienne, au mois de mars dernier, le gouvernement avait élaboré un texte de 12 articles qui devrait sanctionner les pourparlers de Kampala. Un pas significatif a été également franchi le 6 février dernier avec l'adoption par les deux parties du rapport sur l'évaluation de l'accord de paix signé le 23 mars 2009 entre Kinshasa et le CNDP. Crispus Kionga, ministre ougandais de la Défense et facilitateur de ces pourparlers, avait relevé que sur les 35 points, le gouvernement avait totalement réalisé 15, 8 l'ont été partiellement et 12 n'ont pas été réalisés. Il fallait à cet effet la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Les pourparlers reprennent quelques jours après la suspension par ordonnance présidentielle d'une dizaine d'officiers dont ceux du M23. Le secrétaire du M23 chargé des relations extérieures, René Abandi, avait affirmé mardi 2 avril que les pourparlers de Kampala étaient la seule voie de résolution des conflits armés dans l'est de la RDC. Une fuite en avant pour certains, sachant l'arrivée prochaine de la brigade d'intervention censée éradiquer tous les groupes armés dans l'est de la RDC. Ça n'arrive pas tous les jours en tout cas. Deux experts de l'ONU faisant partie du groupe qui a établi un rapport accusant le Rwanda de soutenir le M23 ont été interdits d'entrer à Kigali. Rappelez-vous, c'était dans un rapport très détaillé qui avait éclaboussé plusieurs personnalités rwandaises. Ces derniers avaient même dénoncé la partialité de ce rapport. C'est ce que nous dit Claude Biringanine. Et nous avions dit au comité des sanctions du Conseil de sécurité sur la RDC qu'aucun visa ne sera délivré à deux d'entre eux. Deux d'entre eux. Il s'agit bien de deux experts des Nations Unies du groupe de 15 qui a rendu public un rapport au mois d'octobre 2012 mettant en cause le Rwanda dans une affaire de soutien au mouvement rebelle M23 dont il était soupçonné depuis bien longtemps par les autorités congolaises. Le gouvernement de Kigali avait alors crié à la partialité et à l'incompétence de certains experts. Les allégations rejetées par plusieurs diplomates de l'ONU soupçonnant Kigali de vouloir se venger suite aux révélations du groupe des experts concernant ses liens avec le M23. Au-delà de la fourniture en armes, les rapports vont jusqu'à citer des hauts fonctionnaires rwandais qui auraient même coordonné la mise sur pied du mouvement et l'exécution de ses principales opérations. Ils inciteraient, selon le rapport, et faciliteraient la désertion des soldats congolais. En première ligne, le général James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense, mais le régime l'a toujours nié vigoureusement, estimant que c'est un problème interne du Congo. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo.
Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Malgré cela, les mouvements des troupes rwandaises ont été signalés récemment aux alentours de la province du Nord Kivu, venus en renfort au M23, qui a menacé de nouveau de conquérir la ville de Goma. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont clôturé le débat général sur le Code de la sécurité sociale en RDC, soumis par le ministre de l'Emploi. On l'a annoncé en titre. Il s'agit du projet de la loi portant Code de sécurité sociale et celui déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Ces projets, il faut le souligner, ont été élaborés à l'issue de la 30e session du Conseil national du travail. Alain Linomamba. Permettez que je vous félicite. Pas seulement pour avoir répondu sur le temps, mais d'avoir répondu d'une façon pertinente. Ces mots du président du Sénat disent tout de ce projet du ministre Bahati Lukwebo, qui lors de son exposé faisant l'économie de ce deux textes, a épaté les sénateurs. Donc c'est très important de voir comment, question posée aussitôt, il répond, il réagit directement. Par rapport aux habitudes parlementaires, qu'on renvoie d'abord le ministre pour aller faire les recherches de tout ça. Donc il a répondu directement et ça fait l'économie de temps. Ces textes de loi débattus visent, selon le ministre, à renforcer le système congolais de protection sociale, combler les lacunes et élargir la protection sociale en RDC. Au regard du système de sécurité sociale en vigueur, le ministre a laissé observer que celui-ci protège toutes les catégories de la société congolaise, en l'occurrence les personnes exerçant une profession salariée. En plus, a-t-il dit, toutes les mutuelles de la RDC sont régies par le décret 1958, devenu obsolète parce qu'il repose sur un texte colonial. Nous avons élargi cette protection même à la population qui ne travaille pas. Parce que l'État a l'obligation de s'occuper de tout le monde, y compris de ceux qui ne travaillent pas. Les innovations portées au nouveau texte se situent au niveau, entre autres, de l'extension progressive de la protection sociale dans l'ensemble du pays. La double protection sociale de base pour les personnes actuellement sous protection et les assurances maladie obligatoires ou volontaires. Ce projet propose également que l'Institut social de sécurité sociale devienne la Caisse nationale de sécurité sociale. Au cours de la même plénière a été validé les pouvoirs des sénateurs suppléants remplaçant leurs collègues décédés ainsi que l'un d'entre eux qui remplace le sénateur ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Religion dans ce journal, le 6 avril est une date historique pour les fidèles kimbanguistes à travers le monde. C'est à cette date, en 1921, que l'église a été fondée par Simon Kimbangu, considéré à ce jour comme l'un des rares prophètes noirs que compte le continent. Plusieurs festivités ont donc eu lieu dans toutes les représentations de l'église à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, notamment en Kamba, Jérusalem, dans le Bas-Congo, lieu saint de cette église. En vert et blanc, couleur traditionnelle de l'église, les femmes foulard à la tête, pieds nus, jeunes et vieux, tous ont répondu présents à ce culte. Au rythme de la fanfare de l'église, la traditionnelle marche cadencée était au rendez-vous. Une fête, oui, mais surtout une occasion d'appeler les uns et les autres à la repentance. Le message du 6 avril, c'était le message de repentance. Parce que Dieu a pensé à l'homme noir, en nous envoyant Papa Simon Kimbangu comme le Saint-Esprit. Et son message a commencé par la repentance. Donc sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Après la création de l'église par le prophète, c'est le 24 décembre 1959 que Joseph Diangenda Nkuntima, fils de Simon Kimbangu, crée officiellement l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1992. Aujourd'hui, l'église continue d'exister et compte des milliers de fidèles à travers le monde, dont au Congo-Brazzaville et l'Angola. L'église a une grande histoire et un lieu secret appelé Nkamba. Nkamba, c'est la source du kimbanguisme. C'est là où tout a débuté. Donc, il faut toujours remonter à la source. Voici la cité de Nkamba. Elle est depuis 1921 considérée par les kimbanguistes comme la Nouvelle Jérusalem, selon la révélation faite à Simon Kimbangu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, le grand temple que nous vous montrons sur ces images d'archives est le lieu du déroulement des grandes manifestations, comme le démontre cette vidéo tournée en 2010. 200 mètres de longueur sur 50 mètres de large, comportant 37 000 places assises, dont la construction avait été prédite le 10 septembre 1921 à Mbanza-Sanda, ces lieux historiques fait la fierté de cette unique cité sainte kimbanguiste.
Salubrité, la ville de Kinshasa vient de passer 2 nuits sous de grandes pluies. Celle de vendredi, par exemple, a fait d'énormes dégâts. Le constat a été fait par l'ADGAI de l'OVD sur le lit de la rivière Gombe rempli d'immondices provenant de la commune de Lingwala qui déverse l'eau, créant ainsi des inondations. Des mesures conséquentes doivent être prises pour l'évacuation des eaux de pluie. Mathieu Kamango pour les détails. La pluie du jeudi et du vendredi soir à Kinshasa n'a pas fait de dégâts humains, plutôt des inondations de routes entières, caniveaux et quartiers dans la commune de Kinshasa et Lingwala. Une situation déplorée par Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, lors de ses constats avec la presse la nuit du vendredi sous la pluie. Vous avez constaté avec moi que l'avenue Villery, à son croisement avec Itaga, connaît une grave inondation qui nécessite qu'on puisse y trouver une solution. Mais investigation faite, nous constatons que la rivière Gombe, là où nous sommes devant l'école française, la rivière Gombe est inondée. La rivière refoule tous ses eaux sur les ouvrages d'assainissement, donc les caniveaux. Au lieu que les caniveaux déversent les eaux dans la rivière Gombe, c'est plutôt le contraire. La rivière de Lingwala, seule voie d'évacuation des eaux vers le fleuve Congo, serait remplie de déchets, des immondices, sachets et bidons jetés par les habitants de Lingwala. Une situation qui nécessite une grande sensibilisation. Là, nous allons appeler la population de Lingwala à une sensibilisation, franchement. Nos frères qui habitent la commune de Lingwala doivent se faire violence de ne pas déverser tous les déchets solides de leur ménage dans la rivière Gombe. Une ronde qui a conduit le directeur général de l'OVD au croisement des Huileries Itaga, devant l'Institut français, dans la commune de la Gombe. Retombée de cette tournée, de vraies décisions s'imposent. Voilà ce qui a justifié cette convocation par Benjamin Wenga sur instruction de sa hiérarchie, du responsable de l'Union européenne, un conseiller du Premier ministre, un responsable de la société Safricas et de son bureau pour trouver ensemble les solutions définitives à ces problèmes d'inondation après les grandes pluies à Kinshasa. Rendons-nous au Kasaï oriental. Le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de doter le commissariat de la police nationale congolaise de cette province des véhicules supplémentaires. Ces véhicules serviront donc à renforcer la sécurité des personnes et leurs biens dans la ville de Mbujimayi. Crispin Chibinkufwa pour plus de précisions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, il ne ménage aucun effort pour la réforme des forces de sécurité et la pacification de ces grands pays, un petit continent. Il vient trouver ici notre attachement indéfectible à sa personne et à toutes ses actions dans l'intérêt suprême de la population congolaise. C'était là les mots de remerciement du général Patience Mouchidiav à l'endroit du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour cette nouvelle dotation constituée de 4 DIP 4x4 de marque Ranger qui permettront désormais aux éléments de la PNC Kasaï orientale d'assurer convenablement la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville d'Mbujimayi, notamment au polygone de la minière de Bakwangamiba, dans les districts centre ou les centres-villes et les districts ouest ou la commune de Bipemba. Avant de procéder à la remise de ces dons, le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji a promis d'augmenter les quotas de carburant à fournir à la police ainsi que la réparation des anciens véhicules. Le numéro 1 de la province n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à l'endroit du grand de la nation congolaise. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui qui veut que notre police puisse être une police républicaine, moderne et au service efficace de la sécurité de sa population. En sport, pour terminer, sachez que l'ASV Club de Kinshasa a été éliminé de la Ligue des champions de la CAF après son match nul de 0 but partout enregistré samedi au stade des Martyrs face à Zamalek d'Égypte. Le club de Kinshasa, qui devait remonter un léger retard d'un but à 0 au match aller joué en Égypte, n'a pas pu marquer 2 buts à domicile pour se qualifier au prochain tour de cette compétition. C'est donc la deuxième équipe congolaise sur les 4 à être éliminée des compétitions africaines interclubs après Dombo.